L'affaire Suzanne Viguier animera les esprits pendant plus de 20 ans, avant d'arriver aujourd'hui à son épilogue partiel. C'est l'affaire de la disparition, très médiatisée, le 27 février 2000, de Suzanne Blanche, épouse Viguier. À la suite des déclarations d'Olivier Durandet, qui s'est présenté comme étant l'amant de Suzanne, des soupçons ont conduit la police à mettre en cause son mari Jacques. Un premier procès en assises, en avril 2009, aboutira à l'acquittement de Jacques Viguier. Acquittement qui sera d'ailleurs confirmé en appel en mars 2010. Mais de grosses zones d'ombre subsisteront bien après le procès, quant au rôle exact tenu par les uns et les autres. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, l'affaire Suzanne Viguier. À la création de ma chaîne, j'avais déjà traité cette disparition. Vous avez été très nombreux à me la redemander. Suzanne Blanche est née le 27 novembre 1961 à Aurillac dans le Cantal et Jacques Viguier, lui, est né le 16 octobre 1957 à Toulouse en Haute-Garonne. Ils se sont mariés le 20 août 1988. Jacques est professeur de droit reconnu et estimé à l'université de Toulouse 1 Capitole. Suzanne, après avoir tout d'abord été son élève, devient professeure de danse, métier qui l'a toujours fascinée et attirée. Elle règle des chorégraphies et monte ensuite des spectacles dans un cabaret transformiste de Toulouse. Le couple vit dans un pavillon toulousain, dans le quartier de l'Ormeau. Ils ont 3 enfants. Clémence, 11 ans à l'époque des faits, et ses frères jumeaux, Guillaume et Nicolas, 8 ans. Le couple fait chambre à part depuis 1995, lorsque Suzanne découvre que son mari commet de nombreuses infidélités avec ses étudiantes. Bien qu'elle ait supposé avoir été victime de violences conjugales, Suzanne ne divorce pas afin de conserver une cellule familiale stable pour ses enfants. C'est en juillet 1998 qu'elle fait la connaissance d'Olivier Durandet, âgé de 31 ans, vendeur de matériaux de construction. Selon les déclarations de ce commercial, ils deviennent très vite amants. Fin février 2000, Suzanne décide de divorcer. Jacques Viguier affirme n'avoir découvert que le 10 mars 2000, alors qu'il était placé en garde à vue, la nature exacte de la relation entre Suzanne et Olivier, ce que ce dernier confirmera d'ailleurs. Pour Jacques, je suis l'ami et le confident de Suzy. Pour la police, je suis l'amant et je le dis et je l'ai toujours dit. Maintenant, quand Jacques va me demander mais pourquoi je vais témoigner alors qu'il l'a fait, c'est moi qui lui dis, parce que je suis le meilleur ami et le confident de ta femme et je sais des choses que tu ne sais pas. Donc je vais apporter un complément d'information. Jacques Viguier précisera qu'Olivier était avenant, qu'il faisait des plaisanteries et essayait d'être ami avec toute la famille. Il y aurait même confié à quelques occasions la garde de ses enfants. Le père de Jacques Viguier dresse de celui qui se revendique amant de Suzanne un portrait de profiteur de parasites, plutôt du genre pique-assiette. Le traite d'écornifleur, ce qui est fort peu louable, et observe que sous ses airs patelins, de bons gros raminagrobis, il a su influencer les témoins et les policiers. Le dimanche 27 février 2000 est le jour où Olivier Durandet, qui est entré dans la vie de Suzanne en 1998, déclare l'avoir vue pour la dernière fois, à 4h30 du matin, de retour d'un concours de tarot, une autre de ses passions. Dans la matinée, en tout cas avant 10h, Jacques Viguier, lui, aurait vu son épouse étendue sur le canapé de la chambre d'amis, sans cependant avoir vérifié si c'était elle ou leur fille Clémence. À 10h, le père de Jacques Viguier vient chercher les 3 enfants. La famille Viguier devait justement déjeuner ce dimanche-là chez les grands-parents. À 10h45, Jacques appelle ses parents pour leur annoncer un possible retard, mais qu'ils rejoindront.
Il s'agit d'un point particulièrement important, puisque ce repère chronologique va compter dans cette affaire et va être au cœur des futurs débats. Jacques Viguier rejoint finalement les parents seuls et reste avec eux pour tout le reste de la journée. À 13h45, c'est l'heure à laquelle le réveil de Suzanne est calé pour sonner et lui permettre d'appeler Olivier Durandé. Le dimanche soir, Jacques Viguier rentre chez lui au domicile conjugal avec ses enfants et déclarera avoir trouvé la porte fermée à clé. Suzanne n'a pas déjeuné chez les parents Viguier. Il ne s'inquiète pas outre mesure de l'absence de sa femme. Le lundi 28 février, Olivier Durandé et Jacques Viguier font ensemble une inspection plus détaillée de la maison. Ils constatent que les lunettes de Suzanne sont là avec son collier pour les lentilles. Les lentilles ne sont pas cependant présentes. La robe et les bijoux qu'elle portait pour jouer au tarot sont également là. L'alarme du réveil est restée calée sur 13h45. Le mardi 29 février, tandis que Jacques Viguier est parti avec ses enfants, Séverine Lacoste, une baby-sitter habituelle, se rend au domicile des Viguier. Olivier Durandé en profite pour s'introduire dans la maison. Cette information est longtemps cachée et ne sera révélée que lors du procès en appel. La baby-sitter ne l'ayant pas mentionné auparavant. Le 1er mars 2000, Jacques Viguier, sans nouvelles depuis 48 heures, signale finalement la disparition de son épouse au commissariat de l'Ormeau à Toulouse, quelques heures avant qu'Olivier Durandé ne vienne faire la même déclaration. Le 8 mars 2000, Jacques Viguier dépose plainte contre X au commissariat central de Toulouse pour enlèvement et séquestration de son épouse. Le même jour, à 14h30, de retour chez lui, ayant annulé un déplacement professionnel au Vietnam, prévu de longue date, lave les draps du canapé où son épouse est supposée avoir dormi le jour de sa disparition. Se décide d'aller jeter le matelas, de type clic-clac pliable à la décharge du quartier. Bien plus tard, il aura plusieurs versions sur sa motivation à jeter ce matelas. Lorsque la police ira chercher l'objet à la déchetterie pour l'examiner, il identifiera un matelas du même type, mais qui ne sera pas le bon. Le matelas concerné aurait en effet brûlé dans un incendie, déclare-t-il. Mais pour l'accusation, le matelas est essentiel dans le tournant du procès. C'est le 10 mars 2000 que Jacques Viguier est convoqué au service régional de la police judiciaire de Toulouse. Les enquêteurs le soupçonnent clairement au vu des contradictions dans ses propos et explications. Les policiers se rendent au domicile de Jacques Viguier en sa compagnie. Les techniciens de la police technique et scientifique sont très vite à l'œuvre là pour faire les toutes premières constatations. Des traces de sang de quelques millimètres seulement ont été relevées au rez-de-chaussée, dans les escaliers et dans la salle de bain. Dans la chambre qu'occupait Suzanne, il constate effectivement l'absence du matelas du clic-clac, sur lequel elle dormait habituellement. Jacques Viguier est à ce moment-là très agité. Les enquêteurs s'entretiennent alors avec la juge d'instruction et demandent le placement en garde à vue de Jacques Viguier. Puis, au vu de ces nouveaux éléments d'enquête, une vraie perquisition détaillée commence. Le sac à main de Suzanne est très vite retrouvé dans un placard, alors que son mari avait indiqué qu'elle l'avait emporté en partant. Si ce sac contient bien le trousseau de clés de Suzanne, son portefeuille, en revanche, reste introuvable. Des documents personnels, les formalités pour engager un divorce notamment, sont retrouvés dans le véhicule de Suzanne, caché sous la roue de secours. Les enquêteurs constatent aussi qu'elle a pris un rendez-vous avec un avocat le lendemain de sa disparition. Jacques Viguier déclarera plus tard qu'il aurait appris lors de sa garde à vue qu'Olivier Durandé se disait être l'amant de Suzanne, ce qu'il prétend avoir ignoré jusque-là. Le 13 mars 2000, au matin,
Ce sont 2 policiers extérieurs à l'affaire qui déposent au service des objets trouvés de la ville de Toulouse le portefeuille de Suzanne qu'ils déclarent avoir trouvé sur la voie publique. Malheureusement, aucun rapprochement n'est fait avec la disparition de Suzanne. C'est fort regrettable. Le 16 mars 2000, vers midi, un chauffeur de taxi déclare qu'il aurait pris dans son véhicule une jeune femme avec une valise au 21 de la rue où habite la famille Viguier, qui, rappelons-le, vit elle au numéro 19, pour la déposer à la gare de Toulouse-Matabio. Il reviendra plus tard sur sa déclaration en disant que la jeune femme ne correspondait finalement pas au signalement de Suzanne Viguier. Cela est possible, mais restera à jamais un mystère. Le 11 mai 2000, le juge d'instruction, au vu des éléments déjà accumulés, décide d'une mesure de détention provisoire à l'encontre de Jacques Viguier. Ce n'est que le 15 février 2001 que Jacques Viguier sera remis en liberté, après 9 mois d'incarcération préventive. La date du premier procès fera déjà l'objet d'une polémique. Une ordonnance de renvoi des audiences est rendue le 4 décembre 2008 par le président de la Cour d'assises de la Haute-Garonne, Jean-Louis Coustet. La demande a été dûment présentée par la défense, en raison de l'état émotionnel de l'accusé, mais le président a estimé que les aspects d'organisation suffisaient à eux seuls à justifier le report. Jacques Viguier est représenté par ses avocats, maître Henri Leclerc et Georges Catala. Francis Piner est lui le conseil de l'une des parties civiles. Le 30 avril 2009, après 10 jours de débat, Jacques Viguier est finalement acquitté. Le 4 mai 2009, comme on pouvait légitimement s'y attendre, le procureur général de la Cour d'appel de Toulouse interjette appel du verdict de la Cour d'assises de la Haute-Garonne. Il y aura donc un second procès. Le 2 mars 2010, le procès en appel de Jacques Viguier s'ouvre à Albi devant les assises du Tarn, sous la présidence de Jacques Ricciardi, procès cité comme remarquablement organisé sur le plan matériel par le procureur de la République d'Albi, Jean-Christophe Muller. Comme on s'y attendait, le procès est très médiatisé et très largement couvert par la presse régionale et nationale. De surcroît, il a attiré de nombreux curieux et professionnels du droit et du théâtre. Pour le dernier jour d'un procès en appel, exceptionnel, des avocats parisiens et toulousains de renom sont venus soutenir leurs confrères. Maître Simon Cohen, Maître Thierry Herzog, qui a été l'avocat de Nicolas Sarkozy dans le procès Clearstream, Maître Sylvie Tapaloff, également. Même l'écrivaine Yasmina Reza a fait le déplacement. L'avocat général Marc Gobert, qui avait déjà requis lors du premier procès, déclarera vouloir maintenir ses réquisitions de 15 à 20 années d'emprisonnement, n'ayant cependant pas d'éléments pour les coups et blessures involontaires ayant provoqué la mort sans intention de la donner. Rappelons que ces réquisitions interviennent dans une affaire où il n'y a ni corps, ni preuves suffisantes, ni aveu circonstancié, où l'existence d'un crime n'est pas même avérée selon les avocats de la défense. Tous vent debout. Le réquisitoire, étudié par de nombreux spécialistes du droit et commentateurs avisés, apparaîtra comme trop décousu et trivial, ce qui, en soi, n'est pas le pire des péchés. Mais il apparaît clairement qu'en se refusant à trancher nettement entre le meurtre et les coups mortels, en réclamant simplement et automatiquement la même peine qu'en première instance, sur le fondement d'une démonstration inexistante, l'avocat général a donné l'impression de se décharger de toute responsabilité sur les jurés. Jacques Viguier est ici assisté de maître Jacques Lévy et Éric Dupond-Moretti. Selon ce dernier, ce procès serait, au final, devenu un concours Lépine de l'hypothèse. Comme lors du premier procès, l'accusé peut en outre largement compter sur les témoignages de ses enfants, convaincus de son innocence. Le 20 mars 2010, avant que le jury ne se retire pour délibérer,
Aux environs de 10h45, alors que la parole lui est donnée une fois encore, Jacques Viguier déclarera, je cite, « Je viens de vivre 10 ans d'horreur et de chemin de croix. J'espère que ces débats, qui ont été longs et douloureux, vous auront apporté la preuve de mon innocence. Faites que mon univers ne s'effondre pas, s'il vous plaît. Je vous supplie de rendre ma dignité d'homme pour les enfants et pour Suzy. » À l'issue de 6 longues heures et demie de délibération, le verdict de la cour d'assises tombe et Jacques Viguier est une nouvelle fois acquitté, à la majorité des voix des jurés. Les commentaires des défenseurs sont éloquents. Maître Dupond-Moretti, je cite, « Plus personne ne pourra maintenant suggérer sa culpabilité. Ce n'est pas une victoire de la défense, c'est une victoire de la justice. » Maître Jacques Lévy, je cite, « Les assises du Tarn ont rendu sa dignité à Jacques Viguier. La justice a été rendue. Il aura fallu 11 ans, c'est long. » Les avocats des parties civiles qui ne sont pas en reste réagissent immédiatement eux aussi. Maître Laurent Decaune, avocat de la mère de Suzanne, n'a jamais cru à la culpabilité de son gendre. L'intime conviction judiciaire l'emporte sur l'intime conviction policière et c'est un grand soulagement. Maître Francis Spinner, avocat des sœurs de Suzanne Viguier, je cite, « La mort de Suzanne Viguier devient donc un crime inexpliqué. On ne commande pas une décision de justice qui confirme un acquittement. » Mais Jacques Viguier n'est pas rassuré pour autant et craint que le parquet n'use d'une dernière voie de recours, le pourvoi en cassation. Mais le président de la cour d'appel de Toulouse, Patrice Davost, avec force sagesse, déclare renoncer à former un pourvoi en cassation. Pour lui, la vérité judiciaire a été dite, tout a été exprimé, exposé. Les jurés ont déclaré l'intéressé non coupable après un deuxième procès. Il n'y a pas la matière à former un pourvoi en cassation. Ainsi, l'affaire Jacques Viguier est définitivement classée. En marge de ce second procès en appel, notons que le 9 mars 2010, Olivier Durandé est interpellé à son domicile en fin de journée et entendu dans les locaux du commissariat d'Albi. Le premier accusateur de Jacques Viguier est placé en garde à vue dans la soirée dans le cadre d'une enquête ouverte pour subornation de témoins, ainsi que la babysitter Séverine Lacoste pour faux témoignage. Au cours de l'audience du procès en appel, celle-ci reconnaît d'ailleurs être allée 2 jours après la disparition de Suzanne au domicile des Viguier, en compagnie d'Olivier Durandé, alors qu'elle a jusqu'ici toujours affirmé s'y être rendue toute seule. Elle précise que ce faux témoignage lui a été expressément demandé par Olivier Durandé. Enfin, le 25 mars 2010, le procureur de la République d'Albi, Jean-Christophe Muller, choisit d'infliger un sévère rappel à la loi, déclarant que ce rappel à la loi n'est ni une condamnation ni un classement sans suite, mais une mesure alternative aux poursuites qui me paraît la plus adaptée. Quant au faux témoignage attribué à Madame Lacoste, le procureur a considéré que dans la mesure où le témoin s'est rétracté à l'audience, l'infraction n'est pas constituée en droit et que les poursuites n'existent dès lors plus, la personne reconnaissant sa faute. Ces 2 mesures, qu'on pourrait croire empreintes de sagesse, provoquent en fait bien des réactions, notamment de la part de Dominique Labarrière, auteur d'un livre sur l'affaire. Il dénonce le comble qui est finalement les charges contre le faux témoignage sont abandonnées et que la subornation de témoins ne fait l'objet que d'un seul rappel à la loi. C'est la fin de cette vidéo. À ce jour, Suzanne est toujours portée disparue, ou tout du moins, si malheureusement c'est le cas, son corps n'a jamais été retrouvé. Je souhaite beaucoup de courage à ces enfants et j'espère qu'un jour la vérité sera dite. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.